Bonjour mes amis, il fait 36 degrés aujourd'hui, 36 degrés au mois de juillet, vous vous rendez compte? C'est certainement le réchauffement climatique qui frappe. Et la raison que je l'ai trouvé, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas payé leur taxe carbone. D'accord? Donc je vous invite à aller payer votre taxe carbone. Comme ça, le climat va refroidir. En fait, vous savez, après le passage de Greta l'inexpressive à l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup de commentaires, entre autres que, oui, son approche, l'approche de Greta, n'est-ce pas? Parce que là, une approche, hein, parce que maintenant, on a toute une civilisation qui est à l'écoute de cette gamine. Et donc, son approche occasionnerait une libération de plus de carbone, parce que voilà, elle est entre autres choses contre le nucléaire. Donc, si on prend l'Allemagne, ils ont reculé sur le nucléaire. Donc, forcément, ils ont été obligés d'utiliser des turbines à gaz, j'allais dire des usines à gaz, pour générer l'électricité. Or, les usines à gaz, bon, comme chacun sait, ça dégage plus de carbone. Carbone, Hamula. Ok, donc, si vous raisonnez comme ça, mes amis, vous n'avez rien compris au réchauffisme. D'accord? Je vous explique, c'est pas une vidéo sur le réchauffisme, c'est juste, je vous explique un truc rapidement, n'est-ce pas? Je dois le formuler. Beaucoup de gens pensent que l'idée du réchauffisme, justement, c'est que ce sont des gens de bonne foi qui cherchent des solutions à un problème réel et tout ça. By the way, problème réel, il y a des gens aujourd'hui, quand ils écrivent, ils disent, ils sont obligés. Genre, vous connaissez l'histoire de. Euh, j'ai rien contre les étrangers. J'ai moi-même un ami étranger. Enfin, remplacer le mot étranger par noir, juif, gay, ce que vous voulez. Il y a des gens qui, avant de lancer un truc, sont obligés de dire. Donc aujourd'hui, quand les gens écrivent, quand ils voient par exemple, quelqu'un comme Greta à l'Assemblée nationale, et ils veulent écrire et puis ils vont dire. Alors, le réchauffement climatique est une vérité indiscutable, n'est-ce pas? Ils sont obligés de partir comme ça, d'accord? Ça signifie tout raisonnement, hein? Ça signifie, c'est ça ce que est devenu l'Occident aujourd'hui, ça qui est terrible. C'est que tout raisonnement doit déjà, à la base, il y a des fondamentaux qui doivent déjà énoncer, hein? Tu ne raisonnes pas. Il y a un fondamental, il y a une vérité première. Moi, je viens d'une société sur-islamisée et je vous assure que ce genre de mécanisme-là, ce genre de façon de penser, je les ai déjà vus dans une société qui était, on va dire, gangrénée par la religion. Mais je vois que c'était pas vraiment la religion, mais c'était plutôt une façon très dogmatique de penser les choses, d'appréhender les choses. Alors, l'idée des réchauffistes, c'est de baisser le carbone à tout prix. Ça signifie que ils utilisent un concept de taxe dissuasive dont le but est que les gens ne dépensent pas d'énergie. C'est simple. Ça signifie que toute ta vie, hein, tu te réveilles le matin, ton réveil sonne, il dépense de l'énergie, tu prends une douche, il dépense de l'énergie, tu allumes la machine à café, tu dépenses de l'énergie, tu démarres ta voiture pour aller travailler, tu dépenses de l'énergie, et puis ton travail n'est rien d'autre que l'utilisation de l'énergie pour créer une valeur ajoutée. D'accord? Tout ça, c'est verboten, interdit. D'accord? Et tu fais quoi? Tu fais rien, tout simplement. Ça signifie c'est trop pour toi. Tu ne pourras pas travailler, tu ne pourras pas te réchauffer, tu ne pourras pas manger. C'est leur but. D'accord? Le but, c'est ramener des masses au Moyen-Âge. Et puis, quand tu voudras vraiment prendre une douche, ma foi, tu paieras une fortune en taxes. Mais bon, ce sera un luxe. Allez, aujourd'hui, comme on dit en Algérie, al-bouzalt. Ça signifie aujourd'hui qu'Allah maudisse la misère, quoi. Je vais claquer 20 € pour une douche. Rien à foutre. Voilà. Et tu prends ta douche, hein, qui sera la première douche depuis 6 semaines. Et puis ces 20 €, ça sera quoi, hein? Ça sera 5 centimes de taxes, et, 5 centimes de douche et 19,95 de taxes carbone que tu donneras à tes élites qui s'en serviront pour se payer des homards et autres. Hein, d'accord? C'est pratiquement une manière de dire laissez-nous vivre, crever et laissez-nous nous vivre pour mener la belle vie. D'accord? Et vous allez même nous la financer. Ok?
juste un truc que je voulais vous dire par rapport aux délocalisations, parce que vous savez que des gens comme la Chine ou autres signent bien sûr. Eux, ils voient des gens en costume, hein, ils voient des blancs arriver comme ça, obsédés par le carbone et tout. Ils sont prêts à signer, comme la France par exemple. Ils sont prêts à signer pour dégrader ou détruire leur économie au profit donc de la Chine. Ils seraient fous les Chinois de ne pas signer. J'aurais été chinois, j'aurais signé. Bien sûr qu'ils signent. Par contre, les Chinois, ils viennent d'investir je crois que c'était 36 milliards de dollars en usines à charbon pour produire l'électricité, parce que leur économie en a besoin. Donc, c'est 300 usines à charbon qu'ils sont en train d'implémenter maintenant. Leur rentabilité, si vous voulez, leur horizon d'amortissement, ces usines-là, c'est de 40 à 50 ans. D'accord ? Donc, ils sont partis sur 40 à 50 ans. Ils signent ce que tu veux, n'est-ce pas ? Et après, ils partent sur 40 à 50 ans d'usines à charbon. Hein, d'accord ? Rien à foutre. La vidéo n'était pas sur le carbone à la base, je ne sais même pas sur quoi elle était. Je ne sais même pas sur quoi elle était. Alors, oui, il fait 36 degrés. Il fait 36 degrés. J'étais dehors, j'ai fait quelques grands magasins, juste pour profiter un peu de la fraîcheur de leur climatisation. Vous savez, j'ai pas vu une seule femme en burqa. Alors, il y a des gens, ils vont se dire, mais c'est pas possible. Tu t'es baladé 2 heures en Angleterre, t'as vu aucune femme en burqa? Mais que se passe-t-il? C'est dingue. Je sais, c'est dingue, mes amis. C'est dingue. C'est logique, quelque part. Hein, c'est logique. Hein. On est dans une logique non aristotelienne. Hein, donc, attendez-vous à n'importe quoi. C'est comme ça que l'Occident est devenu maintenant. Alors, ok, il n'y a pas de femmes en burqa. Elles sont où? Ben, bien sûr, elles ne peuvent pas sortir parce qu'il fait trop chaud. 36 degrés, hein, bientôt 37. En burqa, ça ne le fait pas. Alors la question logique qui découle tout naturellement de cela, n'est-ce pas? C'est que la burqa nous vient d'où? Elle nous vient de Sibérie, elle nous vient du Groenland. Est-ce que cet accoutrement a été inventé dans des pays froids, n'est-ce pas? Et que lorsqu'il fait 36 degrés, les femmes ne peuvent pas l'utiliser et sortir? Non, non, d'accord? Non. À la base, il a été inventé dans des pays où il fait 36 degrés tous les jours. Donc, l'idée, si vous voulez comprendre cette histoire, c'est que, à la base, moi j'étais petit, je me souviens, et je vais pas accuser les islamistes. Je sais que beaucoup d'islamistes regardent mes vidéos. Beaucoup d'ailleurs m'apprécient pour la qualité des coups que je leur porte. Ils savent que je travaille à la loyale, vraiment. Hein, c'est vrai, je travaille à la loyale parce que moi, quand je suis pas dans une logique d'attaque à tout prix, je suis dans une je partage mes étonnements, je partage ce qui me choque, je partage ce qui me touche. Donc voilà, c'est ça. Et si ça me touche, c'est que c'est sincère, c'est que c'est vrai. Je vais pas aller inventer un truc. Ce que je vais vous dire, c'était pas nécessairement les islamistes qui le disaient. Ça faisait partie de la culture du Maghreb. Ils disaient qu'une femme sort 3 fois dans sa vie. Une fois quand elle naît, à sa naissance, donc elle sort. On imagine, elle était dans un utérus gonflé comme ça, elle sort. Ça, c'est une première sortie qu'elle fait. Une deuxième sortie. Après, on va dire, un certain nombre d'années, elle ne sort pas. Et la deuxième sortie qu'elle fait, c'est quand elle se marie. J'ai dit un certain nombre d'années pour éviter la polémique. Un certain nombre d'années. Okay, à 2 chiffres. Alors, elle sort et elle va où? Elle va chez son mari. Voilà, c'est sa deuxième sortie. Donc le verbe sortir, la femme l'utilise que 3 fois dans sa vie. À sa naissance, quand elle va chez son mari, elle quitte la maison de sa famille, elle va dans la maison de son mari. Et la troisième fois, quand elle sort, enfin, elle sort, mais elle ne s'en rend pas compte, elle est morte. C'est quand elle meurt et il l'emmène au cimetière. Donc, en attendant, elle vit dans une prison. Elle est enfermée. Elle est enfermée dans une maison en pierre, de nos jours en pierre. Mais nous référons, si on regarde dans la culture bédouine, la maison était en tissu, en fait. Parce que les Bédouins n'ont jamais été de grands constructeurs. Je ne leur jette pas la pierre, c'est pas une critique. Vraiment, il n'y a aucune notion de... Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, parce que, tout simplement, vous savez... prenez les gens qui vivent dans le Groenland et tout et autres, pour les citer une deuxième fois, c'est pas des grands constructeurs non plus. Pourquoi? Tous les gens qui vivent sur des terres arides ne sont pas des constructeurs, parce que la terre est tellement aride que elle permettrait pas l'établissement de manière permanente et la construction et la concentration de gens au même endroit. Il n'y a pas assez de ressources au mètre carré pour tout le monde, donc les gens doivent se déplacer au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure que les températures changent, que le climat varie, etc., pour aller trouver des meilleurs endroits pour vivre, c'est tout. Donc il n'y a rien de péjoratif. En tout cas, la prison dans laquelle elle vivait était en toit. Elle vivait dans
dans des tentes, et la prison était en toile. Alors si elle veut sortir, on fait quoi? Il a fallu, parce que ce que je suis en train de vous dire là, 3 fois, hein, comme on dit au Maghreb, et ça ce n'est pas islamiste non plus, hein. La culture du Maghreb, le marahachak. Vous savez, quand tu dis au Maghreb, quand tu dis un gros mot par exemple, ou autre, ou certains mots, genre l'âne, hein, tu dis, ou un chien, kelp hachak, ça signifie le chien sauf ton respect. Voilà, j'arrivais là, puis il y a un chien, il m'a paré la route, sauf ton respect. Voilà. Ou bien, j'ai attrapé la courante, ou la chiasse, et j'ai été aux toilettes, sauf ton respect. D'accord? C'est quand on cite des choses comme ça, hein, on balance hachak au milieu. Dans beaucoup de régions du Maghreb, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on disait la femme hachak était malade. La femme, sauf ton respect. Voilà. Ok, donc, si vous voulez, quand on arrive au Maghreb, il y a dans notre culture, il y a une partie, il y a une sous-culture, alors j'ai du mal réellement à l'identifier en termes, j'ai du mal à placer des frontières idéologiques autour, mais je ne suis pas du tout en train de désigner les islamistes, du tout. Mais c'est déjà une culture qui existe, on va dire, au niveau laïque, déjà à la base. Après, quand tu arrives par-dessus, quand tu arrives à une surislamisation bédouinisée à mort, je vais dire, c'est pas possible. Hein. Je veux dire, la femme, c'est rien du tout, quoi. Ça devient, c'est même pas un objet. Un objet, il a de la valeur. Hein. C'est beaucoup de gens, de féministes occidentales en particulier, ont du mal à mesurer ce genre de choses. Alors, je passe à un autre sujet comme ça, parce qu'aujourd'hui, ma tête oscille dans tous les sens. Vous savez, on a un nouveau Premier ministre. Donc avec une vision de Brexit très dure, dans le sens où le gars, hein, comment il s'appelle, il faut que son nom m'échappe. Voilà, Boris Johnson. Oui, Boris Johnson. C'est pas Boris Yeltsin, hein, c'est Boris Johnson. Il est juste classé les deux côte à côte dans la base de données. Alors, vous savez, Boris Johnson, lui, est un gars un peu particulier. Hein, c'est un personnage déjà, hein, un petit peu en couleur, on va dire. Costume froissé, cheveux ébouriffés, tout ça. Alors, quelqu'un qui travaille à la mairie de Londres, Londres m'a donné une anecdote, parce que le gars était maire de Londres pendant une époque. Et en fait, vous savez, le maire qui était avant lui avait interdit au personnel de la mairie, il leur avait interdit d'utiliser des bouteilles. Hein. Il avait installé partout des fontaines, n'est-ce pas? Et la première chose qu'avait faite Boris Johnson en arrivant à la mairie, c'était retirer les fontaines. C'est retirer les fontaines, et le jour même, les gens se baladaient avec des bouteilles en verre. Hein. Les bouteilles en verre étaient de retour, juste pour vous dire. C'est quelqu'un comme ça, quoi. Et en fait, là, ce qu'il a dit, il a dit que le Brexit arriverait le 31 octobre, donc dans, je crois, 97 jours à partir de maintenant, quoi qu'il arrive. Deal ou no deal. Parce que il y va aujourd'hui de la survie du Parti conservateur. Parce que Theresa May, je vous explique le problème de Theresa May. C'est pas une femme de conviction déjà. Elle a toujours été anti-Brexit à la base. Et deuxièmement, c'est une progressiste. Or, son progressisme l'a bloqué sur un point très particulier, je vais vous dire lequel. C'est que, ok, on quitte l'Union européenne, qui est un partenaire qui n'est pas nécessairement un partenaire critique pour nous ici. L'Union européenne, je crois, c'est 12% de l'économie britannique. Donc c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Mais par contre, si on quitte l'Union européenne, il va falloir assez rapidement rebondir avec de nouveaux partenariats stratégiques sur le plan économique. Et voilà, le problème arrive. C'est que Trump a dit, parce que lui c'est un businessman, lui il a compris, il a exactement vu ça. Il se dit, voici l'occasion d'avoir un partenaire plus que stratégique pour nous. D'accord? Déjà que nous sommes, au point de vue géopolitique, pratiquement le caniche des États-Unis. Alors bon, sur le plan économique, on pourrait au moins essayer d'en profiter. Problème avec une progressiste comme Theresa May, elle ne peut pas supporter Trump. Donc, elle était coincée quelque part. D'un côté, oui, elle veut quitter l'Union européenne parce qu'elle est obligée, parce qu'il y a eu un référendum. Mais d'un autre côté,
ne peut pas signer avec Trump parce que des gens comme Madonna ne seraient pas contents. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le but de nos politiques aujourd'hui, ce n'est pas de faire des accords dans l'intérêt du pays. C'est marquer des points faciles avec Hollywood, avec les people, avec les chanteurs, avec les journalistes et tout ça. Juste marquer des points faciles. Dire, ah, moi je le déteste, je ne supporte pas. On s'en fout que ce qu'elle vient de dire, c'est peut-être 3 points du PIB, quoi. Non, voilà. Toujours est-il que, espérant qu'avec Boris Johnson, il y aura vraiment un respect de l'esprit du référendum, parce que ce que Theresa May cherchait à faire, et c'est ce qui a fait sauter son gouvernement, c'est qu'elle voulait créer le Brexit sans le Brexit. Elle écrivait des emails et des lettres à tout le monde, j'en recevais toutes les semaines pratiquement, en disant il y aura le Brexit. Et ça sera un vrai Brexit. Et en fait, ce qu'elle a commencé à faire, elle a commencé à faire des concessions de plus en plus larges à l'Union européenne, de plus en plus larges dans le contenu et de plus en plus larges dans le temps, jusqu'à certaines concessions qui allaient nous engager pour l'éternité. Et donc, ce qu'elle allait faire en réalité, elle allait faire un Brexit sans Brexit. C'est comme un Coca-Cola Light, sans sucre. Elle allait faire un Brexit qui, sur le papier, c'est un Brexit, mais dans la réalité, dans la pratique, nous allions rester encore dépendants de Bruxelles, etc. Donc ça n'a pas, ce n'est pas passé, et voilà. On arrive aujourd'hui à quelque chose, un scénario un peu plus dur. Il faut savoir une chose, avec l'Angleterre. L'Angleterre, si vous suivez un peu l'Angleterre, c'est vrai qu'il y a une politique un petit peu perfide des fois, dans le sens où l'Angleterre a été dans le wagon de tête, a été une locomotive de cette construction européenne, l'Angleterre. Pourtant, elle a fait quoi? Garder le Royaume-Uni, à garder sa monnaie, d'accord. Il ne fait pas partie de l'espace Schengen et il a gardé énormément de ses spécificités sur le plan légal et tout ça. Donc, ce qui fait que, voilà, faites ce que je vous dis, mais bon, si ça va pas les gars, je vous laisse accrocher avec la Grèce et la Roumanie et tout ça, je vous laisse et je pars. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, un dernier mot sur quelque chose qui est en train de faire l'actu beaucoup aux États-Unis, c'est Ilhan Omar, cette représentant du Minnesota. Alors, il faut savoir que elle vient de Somalie à l'origine, et Trump a dit des choses sur elle, genre, je crois qu'il a dit, elle doit retourner parce qu'elle critiquait trop les États-Unis. Et il a dit, si ça lui plaît pas, elle n'a qu'à retourner en Somalie pour essayer de voir ce qu'elle peut arranger chez elle, à la base. Et donc, ça a été extrêmement mal pris. Et tous les démocrates se sont ralliés derrière elle. Plus elle a été rejointe par d'autres femmes, 4 autres femmes, je crois, une d'origine hispanique, etc. Et puis, en fait, ces gens-là ont le charisme d'une porte de chiottes. Et même chez les démocrates, les gens ne les supportent pas. Pourtant, aujourd'hui, parce qu'elles ont été attaquées par Trump et qu'en réaction, les démocrates se sont obligés de les défendre, cette Ilhan Omar, avec sa tête, est devenue la face des démocrates aujourd'hui. D'accord ? Devenue la Marianne des démocrates. Ilhan Omar, on dit qu'elle s'est mariée à son frère. Elle est mariée 2 fois, semble-t-il. Je crois que d'après ses propres aveux. Alors, l'histoire du mariage de son frère, c'était pour l'immigration, parce que à un moment donné, pour avoir des papiers américains, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ramené un gars, s'est mariée avec, sans dire que... je ne suis pas en train de suggérer qu'elle a couché avec autre. Je suis en train de dire, elle a utilisé son frère en le présentant comme quelqu'un avec lequel elle n'a aucune relation familiale, et elle s'est mariée avec sur le papier, et en fait elle s'est mariée religieusement avec quelqu'un d'autre. Donc elle avait 2 maris à un moment donné, un qui était le mari officiel qui est son frère, et un autre qui était... Voilà. Tout ça, c'est le travail de M. Obama, parce que M. Obama, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené 70 000 Somaliens, il les a importés des endroits les plus hostiles aux États-Unis, il les a importés de Somalie, en bypassant tous les systèmes de vérification et tout ça, de vetting. Il les a ramenés, il les a installés dans le Minnesota, dans le 5e, ce qu'on appelle le 5e district. C'est si vous voulez, c'est une circonscription électorale. Il les a ramenés là-dedans. Donc fatalement, cette région donne une représentante somalienne. Fatalement, elle déteste les États-Unis. Et fatalement, cette région est classée dans les endroits où on recrute le plus de terroristes aux États-Unis. Donc elle est sur la watch list du FBI. D'accord ?
Enfin, c'est juste des petits arrangements de démocrates, hein, de gauchos. Hein, d'accord. Voilà, je vous laisse mes amis. Hein, je vous laisse. Et puis, c'était juste une sorte de commentaire de l'actu, comme ça, un petit peu. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais dire? Est-ce qu'il y a autre chose qui m'a touché ces derniers temps? Oh, plein de choses. Hein. Les attaques de pompiers en France, vous savez, les attaques de pompiers en France, ça se multiplie, hein, ça ne veut pas s'arrêter, mais ça correspond à un mouvement de sécession, parce que les pompiers, c'est quand même le rôle régalien de l'État, c'est une expression du rôle régalien de l'État. Donc il y a un rejet de ce rôle régalien, parce qu'il y a des régions qui ne s'identifient pas à la France. Enfin, j'allais dire un truc, mais je ne vais pas le dire. J'allais dire, mais ça normalement je ne dis pas dans la vidéo. J'allais dire que j'ai jamais vu une attaque similaire contre la CAF. Et puis l'autre idée qui était derrière, logiquement, c'est que probablement la CAF c'est une sorte de paiement giziatique, on va dire. Mais tout ça, c'est un truc que je ne dis pas dans la vidéo, bien sûr. Alors, c'est vrai que on voit pas ça ici en UK, on voit pas ça dans d'autres pays, malgré que dans d'autres pays européens, il y a des minorités, qui ont, on va dire, un déficit d'intégration. Mais en France, les minorités qui ont un déficit d'intégration sont dans un état de sécession. Alors qu'ici, elles ne sont pas là-dedans. D'accord ? Il n'y a pas de... l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, la couronne britannique, si vous voulez, c'est plus grand que ça. Quand elle a commencé à perdre ses dominions et tout ça, ses colonies, elle a gardé une bonne relation avec en général. Hein. Elle a gardé une bonne relation. Hein. Prenez le Pakistan par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Pakistan, mais il a été créé par l'Angleterre, ou par la couronne britannique. Donc c'est vrai qu'un Pakistanais de base aurait du mal à venir critiquer ou dire qu'il a été colonisé, occupé ou exploité par la couronne britannique. Ça n'aurait pas de sens, parce qu'à la base, il y avait l'Inde, hein, il y avait comment dirais-je, il y avait les Indes, la colonie d'Inde, et en 47, je crois en août, il y a eu une division. Et puis on a créé le Pakistan pour les musulmans et on a créé l'Inde pour les autres. D'accord ? Et après, bon, il y a eu des millions de morts, il y a eu des régions disputées comme le Cachemire et tout ça, mais c'était une partition à la base. Hein. Et cette partition a créé l'Inde et elle a créé le Pakistan le jour même. Et après, le Pakistan va encore éclater. Je crois que c'était le Bangladesh en 71 qui va séparer du Pakistan. Encore une autre partition, n'est-ce pas ? Et puis, il y a encore un autre pays, je crois que c'est la Birmanie, je crois, qui se sépare de l'Inde, et ainsi de suite. Donc, je veux dire, les partitions, il y en a plein dans l'histoire. Hein, il ne faut pas aller très loin encore, hein, je veux dire, pour en trouver les partitions. Et la France, je pense qu'elle glisse doucement vers ça quand même. Hein, parce que autant des pays comme l'Angleterre ont réussi à transiter d'un énorme empire colonial vers autre chose, et puis vers des relations apaisées. Hein, tout le monde était intégré au sein du Commonwealth et tout ça. Beaucoup de ces pays d'anciennes colonies reconnaissent la reine d'Angleterre comme leur reine ou leur souverain, même si c'est très symbolique. Beaucoup ont son image sur leur billet, tout ça. Donc il y a une sorte de relation apaisée aux colonies, d'accord ? Genre les Pakistanais par exemple, prenez les Pakistanais, il y a une grande communauté pakistanaise ici. Ils jouent par exemple au cricket, ils sont très forts, hein, ils jouent avec une classe extraordinaire. C'est un sport qui a été ramené par la couronne britannique là-bas, mais qui a subsisté après leur départ. Hein. Mais ils sont très forts là-dedans et ils jouent des matchs très importants. Vous ne verrez jamais de casse dehors ou de routes bloquées ou autre. À la rigueur, vous roulez pendant 2 heures sur l'autoroute, vous voyez peut-être quelqu'un avec un petit drapeau pakistanais, quoi, parce qu'il célèbre de manière tout à fait honorable la victoire de l'équipe de son pays, c'est tout. Mais il n'y a qu'en France où il y a réellement ce mouvement qui littéralement, on va dire, ça aurait mérité une vidéo à lui tout seul, hein, ce phénomène-là. Peut-être que je repasserai dessus une autre fois. En tout cas, je vous laisse, mes amis. Merci d'avoir écouté jusque-là et puis on se retrouve une autre fois.